Merci, docteur Sonia Benamor, pour cette communication très détaillée. Vous avez absolument répondu à nos attentes puisque nous voulions savoir ce qui se passait exactement en Tunisie et c'est ce que vous venez de faire. Donc, merci beaucoup, Sonia, pour votre expérience, pour votre aide et pour votre présence. Je crois que Sonia et Hadjar sont connectés avec nous hein, et donc nous pouvons ouvrir le débat. Tout d'abord, peut-être par les communications nationales ou bien par les communications étrangères. Il est ouvert, voilà. Mais s'il vous plaît, essayez d'être très ponctuel et précis parce qu'on a perdu assez de temps qu'on doit gagner. Donc, essayez d'aller droit au but de votre question. Je vous remercie. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, à chaque fois. Merci, Madame la Présidente. Professeur Boudis, pharmacien, professeur en chimie analytique. Alors, j'ai quelques questions donc, à nos collègues tunisiennes. D'abord, je dois les remercier par rapport à la qualité de la présentation et les informations avancées par rapport à un secteur vraiment si difficile et compliqué par rapport aux médicaments issus de la biotechnologie. Alors, je vais commencer par la première question qui concerne l'apparition de premiers biosimilaires en Tunisie par rapport à l'enoxaparine, c'était en 2007. Donc, le premier biosimilaire était en 2006 en Europe, une année après en Tunisie. C'était en temps record par rapport à l'Afrique et la région MENA. Alors, comment vous l'avez considéré au moment que le comité qui travaillait sur les textes réglementaires des biosimilaires en Tunisie a été installé en 2017? Comment vous avez considéré le médicament en 2007? Alors, deuxième question, donc, par rapport à la fabrication des biosimilaires, que ce soit en Tunisie ou bien n'importe quel pays africain, quand il s'agit d'un laboratoire multinational, d'un laboratoire étranger, quand il a une molécule ou bien à deux, ça peut suffire pour l'investissement, il y aura un retour sur l'investissement. Pourquoi? Parce qu'il peut avoir le marché mondial. Mais par contre, un fabricant de biosimilaires dans un pays tel que la Tunisie ou bien l'Algérie, pour que ce soit rentable, il doit fabriquer un nombre élevé de biosimilaires. Maintenant, nous avons une ligne. Vous avez fait une classification et tous les intervenants, donc, ils ont présenté cette classification des médicaments issus de la biotechnologie. Nous avons les rétropoïtés, nous avons les interférons, nous avons les hormones de croissance, ainsi de suite. Ça, c'est par famille. Mais par contre, dans la même famille, donc, il y a plusieurs procédés de fabrication et de synthèse. Alors, nous avons une ligne. Quel est le seuil d'autorisation pour fabriquer le maximum de biosimilaires et quelles sont les conditions à respecter pour que la ligne soit rentable dans un pays pour un marché, c'est-à-dire restreint par rapport au marché mondial? Alors, troisième question. Tout le monde a parlé de… Peut-être laisser les trois questions s'adressent à la même personne? Les deux personnes, oui. Sinon, voilà, je peux m'arrêter là, il n'y a pas de souci. Donc. Non, allez-y, tant que vous y êtes, peut-être. C'est comme vous voulez, Madame la Présidente. Ouais, ben allez-y, allez-y. Merci. Alors, les biosimilaires, c'est-à-dire la condition à respecter, il faut qu'il y ait plus de contrôle physico-chimique et l'activité biologique que le médicament de référence qui, lui aussi, est donc conditionné par des essais cliniques approfondis. Alors, dans cette comparabilité physico-chimique, nous sommes obligés de mettre au point des techniques de pointe de contrôle. Est-ce qu'en Tunisie, il y a cette exigence que le laboratoire doit être doté de cette technique et en même temps, par rapport à l'autorité compétente, pour qu'elle puisse libérer le lot, est-ce qu'elle doit avoir au même niveau par rapport à cette technologie de contrôle, c'est-à-dire les différentes techniques analytiques, physico-chimiques et même biologiques? Merci. Merci. Est-ce que vous pouvez activer vos non pas les micros, vos vidéos, s'il vous plaît, toutes les deux? Ça serait bien de vous voir. Oui, moi, je n'arrive pas à activer la vidéo, Madame Marad. Je suis Hijr Dahmeni, en fait. J'étais bloquée par l'organisateur de ce webinaire. Donc, je n'arrive pas, je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà. Par contre, j'arrive à vous entendre et à activer le son. Est-ce que vous pouvez répondre donc aux trois questions posées par le professeur? C'est possible. À l'une ou l'autre. Bonjour. Est-ce que vous les avez retenues?
Oui, alors, je vais répondre peut-être à deux des questions. La première qui concerne, je vais répondre et je vais laisser aussi Sonia reprendre aussi par la suite. Concernant le coût, alors vous avez parlé de coût de production. Et il faut savoir que en Tunisie, ce qui a été fait, c'est du fill and finish, c'est-à-dire qu'on achète la substance active toute prête. Donc, tout ce qui est développement en matière de substances actives avec les lignées, aussi la partie génie génétique de lignées cellulaires infestées par les plasmides et qui contenant l'information génétique, donc la partie génie génétique proprement dite et la partie biotech proprement dite, ne vont pas être faites ni en Tunisie, ni en Algérie, j'imagine. Donc, ça va être une substance active, un bulk acheté tout prêt. Il va subir une filtration stérilisante et avec un transfert de technologie de produits finis. Donc, ce qui veut dire que les coûts vont être très probablement moindres, et bien sûr moindres que par rapport à un développement complet à partir du développement du gène en lui-même, la master cell bank, la working cell bank et le bulk de drug substance. Ça, c'est en réponse à, et je laisserai le docteur Sebey aussi répondre aussi par rapport à cette question de coût. La deuxième question en matière qui concerne les méthodes analytiques qui devraient être déployées et utilisées en Algérie comme c'était le cas en Tunisie, eh bien, c'est ce qui se fait, c'est que parce que le produit référent ne va jamais communiquer les méthodes analytiques probablement, ou qui va communiquer, ça sera communiqué dans la partie drug substance. En gros, en fait, c'est en fonction de la nature de la molécule. Si c'est un anticorps monoclonal IgG4 ou IgG1, ou si c'est une protéine recombinante, une protéine de fusion, si c'est une érythropoïétine, etc. Donc, les méthodes analytiques utilisées pour l'exercice de biosimilarité dépendent de la nature de la molécule. Après, donc, il faut développer des méthodes analytiques particulières comme le peptide mapping, notamment pour l'identification, s'assurer de la structure primaire du produit, et des méthodes de potency, bien sûr, qui aussi vont dépendre du type de molécule. Si c'est une IgG1 qui a une action effectrice, il faut un cell-based assay qui va coûter plus cher qu'une simple technique d'ELISA, de binding ELISA, qu'on fait pour l'IgG4, par exemple, qui a une simple action de binding au niveau du récepteur. Aussi, donc, il y a d'autres techniques plus simples, comme la concentration de la protéine, qui ne nécessite pas un développement poussé. Ça, c'est faisable, oui. Et aussi des techniques d'électrophorèse capillaire à la recherche notamment des dimères, des high molecular weights qui doivent être développés. Donc, ils doivent être développés pour comparer le taux de high molecular weights du produit biosimilaire par rapport au produit référent. Aussi, ne pas oublier les autres impuretés donc, produits qui pourraient être qui doivent être analysés, qui peuvent être donc détectés dans la dégradation du produit. Quand on fait une dégradation forcée, on peut tomber sur des variants, des impuretés produits qui doivent être testés dans le produit fini. Sachant que donc, cet exercice de comparabilité, en Algérie, ce que vous allez faire, c'est vous allez évaluer un dossier tout prêt dans lequel il y a toutes les données. Vous allez voir s'il y a vraiment toutes les données. Vous allez juger si ce dossier correspond aux exigences réglementaires ou pas. Et là, le docteur Sebey a parlé de certains tests qu'ils n'ont pas vu dans la partie drug substance quand ils ont eu le dossier. Et c'était une raison pour eux de rejeter le dossier carrément et le produit. Donc, les autorités algériennes vont évaluer cette partie, mais surtout au niveau du produit fini, va y avoir parce qu'au niveau du produit fini, ce qui se fait, c'est une comparaison au niveau de l'analyse de l'eau uniquement. On ne va pas rentrer dans tout ce qui est caractérisation du produit, tout ce qui est test de caractérisation, on ne va pas rentrer dedans. C'est plus simple, donc l'exercice de comparabilité quand il s'agit de produits finis qui va être acheté, qui va être
donc avec un transfert de technologie en Algérie. Donc voilà, donc il y aura également des tests de spécification, des tests de libération en release qui sont importants, qui doivent être développés en Algérie. Pareillement, donc là revient la potency, il y a un test qui va coûter un peu cher aussi, la concentration en protéines et certaines impuretés produits. Aussi l'électrophorèse capillaire pour les high molecular weights. Voilà, donc là, j'aimerais laisser Dr Sonia Severia aussi intervenir pour répondre. Merci Hadjar. Oui, oui, merci Hadjar. On va laisser Sonia peut-être elle aussi intervenir. Voilà. Merci Hadjar. À vous la parole, Dr Sonia Benamor. Est-ce que vous avez quelque chose à compléter? Oui, sûrement par rapport à la réalité tunisienne et à ce qui se passe. Bonjour tout le monde. Les questions du professeur sont très pertinentes. C'est vrai que par rapport aux dates, à partir les premiers biosimilaires, c'est vrai que l'enoxaparine, quand elle est apparue en Europe en 2006, en 2007, il n'y avait aucune… les guidelines sur les biosimilaires étaient encore nouvelles. Et le produit a été considéré comme un générique avec la notion de comparabilité n'existait pas n'était pas une exigence dans les autorités tunisiennes. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un certain temps, les deux producteurs tunisiens d'enoxaparine ont fait un dépôt de variation majeure avec un ajout de fournisseurs de matières premières. Et là, pour le coup, on leur a demandé des études de comparabilité complètes comme exigé. Bien sûr, vous savez très bien que les low molecular weight heparines sont considérés maintenant au niveau des États-Unis comme de la FDA, comme étant des well-established drugs et qui n'ont pas besoin d'études de comparabilité exhaustives. La guideline de l'FDA est très claire, elle exige 5 points de comparabilité qui sont satisfaits par une dizaine de tests, dont des tests pharmacodynamiques sur animaux. Et c'est ce qui a été exigé par les autorités tunisiennes. Et c'est comme ça qu'on a pu valider les nouvelles sources de matières premières. Donc, in fine, d'avoir notre comparabilité. Et là, c'était en 2014. Alors, par rapport à votre deuxième question, je n'ai pas exactement compris ce que vous vouliez nous demander. C'était par rapport aux érythropoïétines ou au type, l'évolution, comme vous l'avez vu sur le graphe que j'avais présenté, au début, on avait des érythropoïétines, du filgrastim, et on avait plusieurs fournisseurs. On a eu du biocide de l'argentin, du cubain, mais également d'autres fournisseurs. Les achats, comme je l'ai dit dans ma présentation, sont le monopole de la pharmacie centrale. Les différentes protéines ou les différentes molécules qui ont été achetées se faisaient au gré des appels d'offres et au gré de ceux qui ont présenté une demande donc de s'introduire dans le marché tunisien. Les dossiers ont été étudiés tous de la même manière. Le filgrastim, tous les dossiers de filgrastim ont bénéficié d'une évaluation complète avec études de comparabilité, etc. Donc, j'espère que j'ai répondu par rapport à votre question. Sinon, je suis prête à plus vous répondre. Sinon, en général, par rapport au contrôle analytique des produits biologiques en Tunisie, comment ça se passe? Alors, au départ, nos industriels ont commencé par du fill and finish. Là, nous avons deux industries qui ont déjà commencé les biosimilaires. On a un troisième qui est dans le pipe et une quatrième qui démarre. Ce qui se passe, c'est que l'industriel tunisien n'a pas le droit de faire ou de produire des biosimilaires ou des produits biologiques en général s'il n'a pas la possibilité de les contrôler. Ce qui est facile pour tout ce qui est petites protéines, insuline, érythropoïétine et autres. Maintenant, pour les anticorps monoclonaux, la mise en place des tests est en cours. Nos équipes d'inspection pharmaceutique ne donnent l'agrément par rapport à la production de ces produits qu'à condition que le laboratoire tunisien ait toutes les techniques de contrôle. Dans le cas où une technique de contrôle n'est pas encore mise en place, ces produits sont contrôlés grâce à une sous-traitance
dans un laboratoire agréé. L'agrément de ce laboratoire, non seulement doit être fait au niveau de l'autorité nationale du pays où a été fait le test, mais également par la direction de la pharmacie et du médicament. Pour tous les produits biologiques ou biosimilaires qui ont été enregistrés en Tunisie, une équipe de l'inspection pharmaceutique est partie pour faire une inspection du site avec une équipe pluridisciplinaire, des gens de la DIP, donc de l'inspection pharmaceutique, de la DPM et du laboratoire de contrôle. Chacune dans sa spécialité est partie donc contrôler ce qui se passe au niveau de ces laboratoires et voir comment se passe la production, visiter le site, le contrôle, etc. Et c'est donc la concordance des rapports des experts cliniques, des rapports d'évaluation du LNCN et du rapport d'inspection que l'AMM a été fournie. Sur le plan libération, disons, du dossier, les tests des exercices de comparabilité sont évalués sur le plan documentaire, avec une exigence d'avoir les raw data. Donc, on a toutes les données analytiques de comparabilité. Par contre, tous les tests de libération qui sont faits par le fabricant, qu'ils soient local ou étrangers, sont faits dans notre laboratoire. On a le seul test qui est en discussion maintenant et qu'on est en train de mettre en place, c'est les tests qui sont faits sur des cellules, donc les tests cellulaires. Pour le moment, on est en train de les sous-traiter, mais la paillasse est déjà mise en place dans notre laboratoire de contrôle à la Soukra qui fait les produits biologiques et elle est en cours de validation. Donc, j'espère pour très bientôt qu'on va pouvoir faire également les tests cellulaires. Un produit a été libéré, notamment le trastuzumab, sur la base d'un contrôle analytique. Pour les tests cellulaires, on avait sous-traité l'essai, en plus d'un risk assessment qui se fait au niveau de la commission des biosimilaires. Maintenant, les exercices de comparabilité et de caractérisation, comme a dit Heger, je suis contente et fière de dire que les Tunisiens ont mis en place leur laboratoire de contrôle et qu'ils font absolument tous les tests de comparabilité. Ça reste quand même une exigence de la commission des biosimilaires et de la loi tunisienne. Je parlais d'anticorps monoclonaux qui n'ont pas été encore biosimilarisés par les industriels tunisiens. On a une unité qui est en cours. On est en cours de validation du transfert de technologie de cette unité pour la fabrication de 2 anticorps monoclonaux. Normalement, ils auront leur AMM d'ici la fin de l'année prochaine, je l'espère. Quoi d'autre? Je pense que j'ai fait le tour. Merci Sonia. Oui. Vous avez beaucoup de questions dans la salle. Allez-y. Oui. Beaucoup. Merci de me donner la parole. Alors, je me présente, c'est le professeur Talim Amar. Je suis professeur en microbiologie à la faculté de pharmacie d'Alger et chef de département de bactéries à l'Institut Pasteur d'Alger. Alors d'abord, je souhaitais remercier les oratrices et l'orateur pour la qualité et franchement la richesse en information à travers leur présentation. Et j'avais une question à adresser au docteur Bouzid, mais également à notre collègue tunisienne, le docteur Benamor, concernant en fait les médicaments à usage vétérinaire. Alors dans un concept de One Health, forcément, aujourd'hui, toutes les stratégies, tous les plans d'action mondiaux tiennent compte de la santé humaine, mais également de l'environnement de l'homme dans l'évaluation des risques et surtout dans tout ce qui est médication, puisque nécessairement l'être humain est soumis aux impacts des résidus des médicaments dans l'environnement. Et ma question était la suivante. J'ai cru comprendre à travers votre présentation qu'au niveau du laboratoire de contrôle des médicaments en Tunisie, vous étiez chargé en fait de tout ce qui était médicaments à usage humain et vétérinaire. Et j'aurais voulu savoir aussi bien à travers l'expérience tunisienne de notre collègue tunisienne que la collègue Dr Bouzid, qu'en est-il du contexte réglementaire concernant le contrôle de qualité et l'enregistrement du médicament vétérinaire
en Tunisie? Et est-ce que la réglementation algérienne prévoit un lien, sachant que le médicament vétérinaire chez nous est géré totalement par le ministère de l'Agriculture, en particulier, que ce soit le médicament, les antibiotiques en particulier, mais aussi les vaccins à usage vétérinaire. Merci pour vos réponses à l'avance. Merci. Je pense qu'ici, on parle Justement, de usage humain. je voudrais savoir un peu quelle est l'expérience tunisienne, puisque le laboratoire s'occupe des deux et dans une vision de One Health, aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé considère qu'il y a un seul monde, une seule santé. Il y a l'homme et son environnement, aussi la santé humaine que l'environnement. C'est à l'instar également de la réglementation européenne. N'est-ce pas, docteur Benamor? Je ne sais pas. Merci beaucoup. Oui, je vais vous répondre rapidement. Au niveau du ministère de la Santé, on considère qu'un médicament est un médicament, qu'il soit vétérinaire ou humain. Alors, les médicaments vétérinaires sont gérés par le service d'évaluation des produits, que ce soit biologiques ou chimiques, et ils sont traités exactement de la même manière qu'un médicament humain. Ils sont évalués et contrôlés de la même manière. De même que dans mon équipe, j'ai un médecin vétérinaire qui est en charge de l'évaluation des dossiers de vaccins vétérinaires. Je les prenais en charge avant, mais comme le lot de travail a augmenté, j'ai eu la chance de recruter donc Madame Ben Osman avec nous, qui assure l'évaluation des dossiers de vaccins vétérinaires. Ces dossiers sont évalués conformément aux guidelines européennes, à la pharmacopée européenne, et ils subissent une évaluation aussi approfondie qu'un dossier humain. Et on a la chance aussi de contrôler les vaccins vivants au laboratoire de contrôle de la SOUCRA. Pour les vaccins inactivés, on le faisait avant, on a eu un problème au niveau de l'animalerie, mais normalement, ça va reprendre. Mais grosso modo, on ne fait pas le distinguo. Merci, Sonia. Et ils ont eu un comité technique des spécialités vétérinaires au niveau de la DPM, donc pour la libération et l'octroi de l'AML. Mais c'est géré. Par contre, on a une guerre froide entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Santé, parce que les vétérinaires veulent récupérer les dossiers au niveau du médecin de l'agronomie. Donc, et on tient le coup encore un peu. On va voir. Merci beaucoup. Avant de passer, j'aurais une question. Est-ce que vous l'avez mis en place? Quel en est le retour pour les médicaments qui sont déjà qui sont produits en Tunisie et utilisés? Pardon, le son était coupé au début de votre question. Je suis désolée. Vous avez parlé d'un plan de gestion de risque. Je voulais connaître quel en était le retour. Alors, pour le plan de gestion de risque, bon, les anticorps monoclonaux, les premiers anticorps monoclonaux, le trastuzumab, en l'occurrence, qui a été introduit sur le marché, je parle du trastu parce que le plan de gestion de risque est un suivi. On a fait un plan de pharmacovigilance active. On exige pour les biosimilaires qui sont introduits sur le marché un plan de pharmacovigilance active. C'est-à-dire que au-delà des notifications habituelles, c'est l'équipe de la pharmacovigilance qui va se déplacer au niveau des centres hospitaliers qui a introduit le biosimilaire, qui va aller colliger les informations par rapport à la tolérance et par rapport spécialement à la tolérance. Pour la question d'efficacité, on sollicite les commissions spécialisées cliniques pour essayer d'avoir l'information. Pour le moment, on n'a pas eu de retour négatif par rapport aux biosimilaires qui ont été introduits. Sinon, c'est plus le plan de gestion de risque qui est présenté par le laboratoire, qui est validé par le Centre national de pharmacovigilance, par la commission technique des biosimilaires et par le comité technique de libération. Ce plan de gestion de risque est suivi et il est renouvelé annuellement, normalement, par rapport donc les rapports de PGR que les laboratoires vont nous fournir, plus le plan de gestion, la pharmacovigilance active. C'est ce qu'on a mis en place pour le moment. Pardon, on va donner plus de précisions sur la question posée par professeur Talimamar. Je sais que chez nous en Algérie, c'est différent, mais je laisse le soin au docteur Bouzid de donner plus de précisions.
Alors, pour cette question, effectivement, c'est le ministère de l'Agriculture qui s'occupe principalement des médicaments vétérinaires. Dans les textes qu'on a en Algérie pour l'enregistrement des médicaments, dans la loi, on a la définition du médicament pour usage humain et vétérinaire dans la définition du médicament. Mais pour l'enregistrement, on a vu qu'il y a des textes développés pour les bonnes pratiques de fabrication à usage humain, mais les bonnes pratiques de fabrication à usage vétérinaire n'existent pas. Les experts du ministère de l'Industrie pharmaceutique assistent le ministère de l'Agriculture pour inspecter les locaux de fabrication, mais ensuite pour l'enregistrement, ça dépendra de ce ministère, de l'Agriculture. Oui, oui. Je crois que le débat est très, très riche, mais malheureusement, on va s'arrêter à la dernière, il me semble. D'accord, on fera très bien. Après, ça va être Dr Hedibel et on s'excuse, on est désolé, obligé d'arrêter le débat. D'accord, donc c'est Toria Benchir, directrice industrielle Biofa. Ma question est industrielle. Je voudrais savoir, est-ce qu'il est recommandé d'aller plutôt vers, surtout si on démarre par le fill and finish, par single use ou par des installations classiques en inox, avec validation de nettoyage et… Oui. Et aussi avoir un retour sur l'expérience tunisienne. Par rapport à l'expérience tunisienne de production, pour le moment, comme c'est du fill and finish, pour le moment, on n'a pas de fermenteur. La mise en place d'un fermenteur a été programmée dans le cadre d'une collaboration publique-privée au niveau de la biotech pôle de la Tunisie, qui est à Sidi Tebet, qui est une banlieue donc, de Tunis. Le principe, c'est faire un hub technologique au niveau de cette biotech pôle, qui mettra à la disposition des industriels tunisiens un matériel single-use pour éviter la contamination. Donc, ce fermenteur serait à la disposition de tous les industriels tunisiens qui le désirent pour remonter dans la chaîne de production. Et c'est ce qui est programmé. Pour le fill and finish, donc c'est une ligne de production stérile, le problème ne se pose pas. Alors, vous savez que la Tunisie a été choisie pour la production de l'ADN recombinant, des vaccins à ADN recombinant. Et donc, c'est ce qui a fait que finalement, l'État s'est intéressé donc, à cette production en biotech et qui sont en train un peu de pousser pour accélérer un peu les choses. Surtout que les industriels qui ont commencé juste sur du fill and finish, bien sûr, ce n'est pas intéressant pour eux de s'arrêter à ce niveau-là et ils veulent tous remonter dans la chaîne de production. Par rapport à votre question, par rapport au single use, là, pour le moment, ça va être du single use. Parce que ça va être, je pense, 1 ou 2 fermenteurs au maximum qui vont être à la disposition de tous les industriels. Ça coûte un peu plus cher que l'autre, mais en termes de validation, c'est beaucoup plus simple. La dernière question pour Dr Hedibel, et on finira avec ça. Oui, très bien. Donc, notre assistante en pharmacie Galénique. Bonjour Hadjer, ma question est pour toi. Je te remercie pour ta présentation. Dans ta slide sur les études cliniques, tu avais précisé phase 1 et phase 2, études de non-infériorité dans au moins une indication. Donc, ça, c'est la réglementation européenne. Ici, en Algérie, aujourd'hui, on a des biosimilaires qui sont approuvés, mais faute d'études cliniques sur toutes les indications, et ils n'ont pas pu avoir toutes les indications. Donc, aujourd'hui, on a le principe qui a une indication, par exemple, en hématologie et en rhumatologie, et le biosimilaire, il n'a que l'indication en hématologie parce que le comité des experts cliniciens, il a dit, moi, je n'approuve pas ce biosimilaire s'il ne m'apporte pas une étude clinique dans mon indication.
Donc, quel discours avoir avec ces experts en attendant, bien évidemment, d'avoir notre propre réglementation, parce que ça pose beaucoup de problèmes sur le supply chain, ça pose un problème pour le pharmacien hospitalier. Il ne veut pas dispenser le médicament parce que ça devient une prescription en aura un même, finalement, parce que l'indication n'a pas été approuvée. Merci. Alors, bonjour d'abord, Mariam. Ça fait plaisir de te revoir. Pour répondre à tes questions, je dirais que cette question d'indication qui est propre au pays, bien sûr, et qui dépend du besoin de chaque pays, du unmet medical need de chaque pays, aussi de la question de remboursement, peut-être par rapport à cette indication-là aussi. Ce sont des questions qui viennent en amont, bien sûr, du lancement de tout produit, y compris les biosimilaires. Donc, par la suite, je dirais qu'en fonction de ce qui est décidé au niveau du comité économique ou autre qui va décider de chaque produit lancé dans telle ou telle indication, va être donc la décision d'ordre réglementaire. Je dirais, les études vont être par indication. Si une indication n'est pas approuvée en amont, bien sûr que vous allez avoir des soucis d'ordre remboursement ou d'ordre financier par la suite, d'ordre économique par la suite. Je ne saurais pas, puisque je ne connais pas très bien le contexte. Je connais un peu, mais pas de façon approfondie, le contexte algérien en matière d'approbation HTA ou autre. Peut-être que ça rentre dedans, peut-être que c'est une discussion en amont qui doit être beaucoup plus approfondie en matière d'indication pour par la suite dire quelles sont les études de phase 3 qui vont être faites, dans quelle indication. Ça doit être pris en compte en amont parce que par la suite, tout suit en matière de remboursement, en matière de faisabilité des études. En matière de faisabilité des études, bien sûr, comment est-ce qu'on va administrer le produit s'il va être en ORAMM aussi. Ça, c'est une autre question. Hors indication, ça c'est une autre question encore plus approfondie. J'aimerais bien faire intervenir Dr Seberi, peut-être en parlant du contexte tunisien, l'expérience tunisienne, comment ça se passe, Sonia, en Tunisie, si on a une restriction par rapport à telle ou telle indication et qu'on est obligé, bien sûr, de fournir des études cliniques de phase 1 et 3 dans telle ou telle indication. Comment ça se passe s'il y a restriction d'indication, si on ne peut pas faire d'études dans telle ou telle indication? Au fait, pour les biosimilaires, en général, ceux qui ont été enregistrés, on a suivi les indications qui sont fournies par le référent. Donc, il n'y a aucune raison, s'ils ont le même mécanisme d'action, si les tests de comparabilité ont été faits de manière correcte, c'est-à-dire par rapport à tous les récepteurs et tous les sites d'action, il n'y a aucune raison de changer. Et si on a déclaré une comparabilité analytique et sur la base des études cliniques qui ont été faites, il n'y a aucune raison de diminuer les indications. Donc, et ça a été discuté également en Europe par rapport à ça. D'ailleurs, l'Europe, dans toutes les guidelines et dans toutes les réunions qui ont été faites par rapport aux biosimilaires, la discussion par rapport à l'ampleur des études cliniques qui sont exigées par les biosimilaires a été discutée, et de plus en plus, on a tendance à aller vers faire une comparabilité analytique exhaustive plutôt que d'aller vers des études cliniques qui impliquent des patients, parce qu'on considère que pour certaines protéines, comme les insulines, maintenant, elles vont bientôt tomber dans le même cas que les héparines de poids moléculaire, et on ne demandera plus d'études cliniques du tout. Alors, nous, au niveau de la commission de biosimilaires, on a les caisses
d'assurance qui sont avec nous. Et en général, pour les pourquoi je parle de la CNAM? Parce que la CNAM est impliquée donc, dans la prise en charge du traitement pour les patients, et c'est des prises en charge qui sont assez lourdes. On suit exactement les indications du Princeps. Et c'est ce qui est pour toute pathologie où le médicament agit de la même manière, qui a la même mécanisme d'action. On n'a pas eu pour le moment de restriction au niveau des indications. D'accord. Par contre, si vous voulez une particularité qui a été énormément discutée, c'est est-ce qu'on prend les essais cliniques du partenaire? Parce qu'en général, oui, je vois que vous… parce que, en général, par exemple, je vous donne le cas d'un biosimilaire indien. Donc, les études cliniques ont été faites en Inde. L'industriel tunisien achète du vrac préformulé et on fait le fill and finish en Tunisie. Quelle est l'indication de faire des études cliniques dans ce cas, si le partenaire a fait des études cliniques exhaustives? Donc, on prend les études cliniques et précliniques du partenaire qui ont été faites. Ces études-là vont être analysées, évaluées par les experts cliniciens, minimum 3 experts. Ces experts-là vont faire un rapport et qui va être présenté à la commission. Donc, si on a ces études cliniques qui sont validées par les experts, si en plus on a une comparabilité qui est exhaustive et qui montre une similarité parfaite, et qu'en plus nous, on a dosé le produit et qu'il est conforme sur le plan analytique, nous avons jugé qu'il n'est pas nécessaire que juste pour un fill and finish, qu'on refasse des études cliniques. Maintenant, je suis certaine qu'une fois on remontera dans la chaîne de production et commencera par la bioproduction, les études cliniques à minima seront obligatoires. D'accord? Et cette question d'indication, Sonia, je pense que ça doit se discuter en fonction des besoins de chaque pays par indication, parce qu'après, l'Afrique aussi va rentrer en jeu et si cette pathologie, cette indication n'existe pas dans le pays, peut-être que ça sera question, et c'est une décision qui doit être prise par les payeurs aussi de chaque pays, de ne pas prendre en charge cette indication pour ce produit. Donc, tout ça doit être étudié à l'avance et dire, voilà, pour ce biosimilaire, ça va être pris en charge pour ces indications-là parce qu'on a ce besoin chez nous, donc pour ces indications-là. Et donc, du coup, ne pas faire d'essais cliniques dans cette indication-là, je pense. Je vous remercie, Dr Dahmani, pour ce complément d'information. Et sans trop tarder, je crois qu'on va arrêter parce que là, on a beaucoup de travail qui nous attend. J'espère que notre pause café ne s'étalera pas trop pour qu'on puisse reprendre nos travaux. Mais à tout à l'heure. On vous remercie toutes les deux, Sonia et Hajar, pour votre participation. Merci beaucoup. J'espère qu'il y aura beaucoup de collaboration entre nous et l'Algérie par rapport aux biosimilaires. Merci beaucoup.